Bienvenue à cette conférence cybersécurité orientée sur le modèle Zero Trust. Nos intervenants sont en train de s'installer. Donc bienvenue en Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine qui a lancé sa feuille de route cybersécurité. Donc c'est dans ce cadre-là que cette conférence VBoost a lieu. L'objectif de cette feuille de route, c'est de travailler avec l'ANSSI pour essayer de mieux protéger nos entreprises, nos administrations au sein du territoire, de diffuser en fait le savoir, les problématiques au sein du territoire et de favoriser en fait l'innovation de nos entreprises en Nouvelle-Aquitaine. Le Zero Trust, qu'est-ce que c'est? C'est comment arriver à sécuriser ces données, ces process, dans un milieu qu'on maîtrise de moins en moins, dans le cadre du télétravail, de ces GAFA qui utilisent de plus en plus, que les professionnels utilisent de plus en plus, des fois sans l'accord des responsables des systèmes d'information. Donc nous avons 3 personnes pour en parler. Donc Olivier Graal, qui est notre responsable ANSSI pour la Nouvelle-Aquitaine. Ismaël Boumami, qui est consultant KPMG spécialisé dans la dans les Smart Cities. Et Thierry Leblond, qui a une entreprise, SIL, qui met en œuvre le logiciel libre innovant sur la sécurisation en milieu hostile, dont il nous parlera. Et je vais laisser la parole à Olivier Graal, qui va nous donner un petit peu l'état des lieux, les problématiques du Zero Trust. Bonjour à tous. J'ose espérer que tout le monde connaît l'ANSSI ici. Si ce n'est pas le cas, il va falloir que vous partiez sur vos navigateurs préférés rechercher l'info. L'ANSSI est de plus en plus connu et reconnu dans le domaine de la cybersécurité parce qu'on est sorti de notre champ habituel. Donc jusqu'à présent, on travaillait exclusivement avec ce qu'on appelle les opérateurs régulés, les fameux OIV, opérateurs d'importance vitale, les fameux OSE, opérateurs de services essentiels. Donc on œuvrait à sécuriser la colonne dorsale nationale pour s'assurer que vous puissiez prendre vos trains en sécurité, que vous ayez de l'électricité à la maison, que l'eau soit potable et d'autres services de ce type-là, plus les services étatiques bien évidemment. J'ai, en ce qui me concerne, rejoint le dispositif en 2018 et j'ai rejoint la Nouvelle-Aquitaine donc fin 2018 pour essayer d'accompagner le tissu économique local sur cette thématique et notamment sensibiliser les collectivités, les PME et voir comment on pouvait construire des dispositifs locaux pour répondre à cette problématique qui malheureusement dépasse très largement nos frontières. Avant de parler de cyber et de Zero Trust, je voudrais commencer par un exemple qui n'a strictement rien à voir avec le Zero Trust version informatique, mais qui est très similaire, une analogie. J'ai visité très récemment en Nouvelle-Aquitaine un fleuron national de la pharmacie, donc industriel connu dont je tairai le nom, qui donc venait de changer de DGS, de directeur de la sécurité. Et le DGS, donc son prédécesseur, avait sous-traité la sécurité périmétrique des usines en question à un prestataire de confiance. Et donc lui, quand il est arrivé, ancien gendarme, la première chose qu'il a fait, c'est vérifier que les salariés de ce prestataire de service étaient des gens de confiance. Et ô surprise, il s'est rendu compte que les salariés qui assuraient la sécurité des sites industriels avaient pour la plupart des casiers judiciaires et avaient fait de la prison. Cette analogie, je l'aime bien parce que ça revient un petit peu à faire actuellement, on fait la même chose en informatique. C'est-à-dire que vos données, aujourd'hui, vous les stockez chez des tiers de confiance. Et vous partez du principe que ces tiers de confiance assurent la sécurité, pour vous, de ces données.
Sauf que vous n'avez pas de visibilité sur qui opère vos données, et encore moins de visibilité sur ce qu'ils en font. Que le prestataire soit étranger ou français. C'est-à-dire que le Zero Trust s'applique aussi avec des prestataires de services français. Vous n'avez pas de visibilité sur, vous n'avez pas les curriculum vitae de tous les personnes qui travaillent dans les services cloud que vous pouvez utiliser, même s'ils sont opérés par des bons Français de bien de chez nous. Rien ne vous dit qu'il n'y a pas dans le lot une personne malveillante. On a un cas très concret récent d'un responsable financier d'une très grande société de la Nouvelle-Aquitaine qui a mis en vente la base de données intégrale de ses clients sur le dark web pour faire un peu d'argent, pour 20 000 euros. Bon, il s'est fait attraper, donc je cacherai, je ne vous donnerai pas le nom, mais si ça doit vous rappeler quelque chose, puisque c'est une affaire publique. Donc, morale de l'histoire, on ne peut plus aujourd'hui se contenter de déléguer la sécurité de ces données sans prendre des précautions et s'assurer effectivement que les personnes qui travaillent sur les outils informatiques n'aient pas des velléités agressives vis-à-vis de vous. En sachant que là-dessus vient se greffer un autre problème, c'est les lois étrangères. Je pense que vous connaissez tous le Cloud Act. Donc les Américains, suite à l'affaire Snowden, ont légiféré sur ce que les services de renseignement américains pouvaient faire. Et ils ont amélioré la loi américaine pour être un petit peu plus dans les clous. Donc ils ont édité un texte de loi qui stipule dorénavant que l'État américain a le droit d'accéder aux données hébergées chez les prestataires américains à partir du moment où ces données appartiennent à une personne qui nuit à la sécurité nationale américaine. Donc c'est une avancée juridique, et je ne jette pas la pierre à nos chers amis américains, hein, puisqu'on est en train de construire les mêmes textes de loi au niveau européen, réciprocité. L'idée, c'est effectivement, dans le cadre d'affaires terroristes, d'être en mesure de récupérer des messages stratégiques qui vont permettre d'arrêter des terroristes. Donc ça part d'un bon sentiment. Malheureusement, rien ne dit que demain, les lois américaines vont évoluer et que le gouvernement américain élargisse le texte de loi et autorise les services de renseignement américains pour récupérer des données, même sur des sociétés qui n'ont pas du tout nui à la sécurité américaine. Donc, à partir de ce constat-là, alors ce qui est vrai avec les prestataires américains est vrai avec les prestataires de tous les autres pays. Un exemple concret, si vous passez la frontière anglaise, on n'est pas très loin, hein, le MI5, les services de renseignement anglais, ont le droit d'exiger le code de sécurité de votre téléphone pour pouvoir récupérer les données, les analyser, juste parce que votre tête ne leur revient pas. Pas besoin d'avoir un motif réel. Et si vous refusez, c'est 2 ans de prison. Donc tout cela doit vous amener à réfléchir à la façon dont vous traitez vos données sensibles. Donc bien évidemment, ça passera par une phase d'analyse. Il ne s'agit pas de tout murer et de ne plus travailler. On ne peut pas se passer des prestataires de services cloud, qu'ils soient français ou étrangers. On a besoin d'outils pour travailler, et malheureusement, le constat national, c'est que l'industrie, les fleurons de l'industrie IT française, malheureusement, ont disparu. J'espère qu'ils reviendront dans la plupart. Citez-moi un acteur concurrent de Office 365. Dans l'open source, oui, mais des gros industriels. On manque de quelque chose, on est bien d'accord. Et malheureusement, il va bien falloir trouver des solutions pour, en attendant de trouver des solutions nationales ou européennes, continuer à travailler, mais en confiance. Et c'est là où le Zero Trust apporte pour moi un intérêt majeur. C'est-à-dire qu'on peut s'appuyer sur des outils qu'on ne maîtrise pas totalement, à condition qu'on ait mis des briques de sécurité en parallèle pour s'assurer que les données ne soient pas captables, récupérables, ou si elles le sont, qu'elles ne soient pas déchiffrables. Et il y a un enjeu stratégique majeur, notamment pour toutes les sociétés qui traitent de la donnée sensible. Que ce soit de la R&D, que ce soit des données personnelles, que ce soit des données stratégiques. On se doit aujourd'hui de prendre des précautions pour assurer que ces données ne soient pas interceptables, même si les moyens de communication utilisés ne sont pas totalement maîtrisés.
on ne pourra pas effectivement s'assurer de bout en bout que la chaîne est 100% sûre. Donc la solution, l'alternative, c'est mettre des briques de logiciels par-dessus qui vont assurer que les données qui vont transiter ne sont pas interprétables. Donc c'est un enjeu, je pense, majeur pour les prochaines années. On doit arrêter d'être naïf et de croire qu'effectivement rien ne se passera. Et je suis pile dans les temps. Donc sur cette introduction, je passe la main à mon voisin. Bonjour à toutes et à tous. Les slides vont s'afficher d'ici peu. Et moi, je vais un peu donner une coloration, on va dire, territoriale à cet enjeu de la cybersécurité, dans la mesure, en fait, où depuis le début de la journée, justement, je suis assez attentif par rapport aux échanges, et je vois bien qu'on parle de l'acteur public en tant que financeur, l'acteur public en tant qu'appui stratégique, mais qu'en est-il lorsque, justement, il est fragilisé ou lorsqu'il doit, justement, réagir? D'autant que lorsqu'on a le terme acteur public, il y a vraiment différentes dimensions, on a vraiment un champ extrêmement hétérogène, in fine, de communes, de collectivités territoriales et autres, qui n'ont pas forcément les mêmes compétences, les mêmes capacités, et l'idée est vraiment un peu de creuser ce sujet à travers un récit, des cas concrets, mais également en comprenant un peu aujourd'hui quels sont les enjeux et comment est-ce que justement les acteurs agissent sur ce champ. Donc prochaine slide, je ne sais, voilà. Donc avant tout, une première citation d'un de mes clients, mais qui pour moi a beaucoup de sens, dans la mesure en fait où elle indique que pour certaines collectivités, la stratégie numérique commence par la cybersécurité. Et ça, c'est un point essentiel. C'est dans la mesure où aujourd'hui, beaucoup de territoires qui ne faisaient pas de stratégie numérique, ou en tout cas qui n'étaient pas engagés, se sont réveillés par des actes de cybermalveillance, ou en tout cas des élus qui ont désiré justement engager une stratégie en ce sens, puisqu'ils ont réalisé que le socle, en quelque sorte, de leur action doit débuter par la cybersécurité. Slide suivante. Aujourd'hui, justement, en fait, lorsqu'on fait un peu un panorama, une veille de ce qui se déroule, on voit bien qu'in fine, beaucoup de collectivités sont concernées par ce type d'actes de cybermalveillance, que le nombre d'attaques croît, et ça c'est une information qui est connue de toutes et tous, et qu'également le discours public construit, on va dire, trois typologies de profils en quelque sorte. Ceux qui s'éveillent, ceux qui commencent par des champs internes, et puis un point qui est tout de même intéressant et que j'aimerais justement traiter avec vous, la notion de la démarche territoriale. Et ça c'est vraiment, on va dire, un peu ce sur quoi on est en train un peu d'essayer d'expérimenter avec certains territoires. Slide prochaine. Et c'est pour ça en fait qu'il y a trois enjeux. Le premier, c'est vraiment de comprendre que lorsqu'on parle de cybersécurité, il y a une réelle disparité de compétences par type de commune et de territoire. Et ça, c'est un point essentiel. Lorsqu'on parle d'une commune de 600 habitants, de 2000 habitants, de 5000 habitants, lorsqu'on parle d'un C16, d'un hôpital, ça ne signifie pas la même chose en matière de SI et de capacité. Le deuxième point, c'est que lorsqu'on parle de territorialiser, c'est des visages, des entreprises, c'est des associations, des SEM, des structures qui justement donnent vie à la cybersécurité au niveau du territoire. Et beaucoup de territoires, malheureusement, n'ont pas forcément de dispositifs humains ou techniques qui permettent de les appuyer. Et le troisième point, c'est justement la notion de créer des écosystèmes locaux de la cybersécurité. Et là, justement, c'est un élément sur lequel on est en train de travailler aujourd'hui avec de nombreux territoires. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc l'état des lieux, j'ai commencé un peu à vous le construire, mais c'est justement donc des acteurs de taille et de compétences hétérogènes. Justement, lorsqu'on va chez les collectivités, en tout cas en fonction des tailles, on réalise bien que justement le SI, il est hérité. On est parfois sur du SI qui peut être daté, qui manque de mise à jour, et donc justement sur lesquels il y a beaucoup de failles. Le troisième point, c'est qu'également la crise sanitaire a amené de nouvelles pratiques, de nouveaux comportements, et les DSI ont justement réalisé tous les risques qu'amène le télétravail, la multiplication, on va dire, des surfaces de risque. Le quatrième point, c'est qu'on est de plus en plus conscient, et une stratégie nationale assez forte sur le sujet, l'ANSSI incarne justement par rapport justement à cette fragilité profonde des communes, des communautés de communes sur le volet de la cybersécurité, qu'on les incite à faire la transformation numérique, mais que le fondement tout d'em, qui est cette réduction des risques, est une base sur laquelle il faut avant tout travailler. Le quatrième point est que malgré en fait leur statut d'opérateur de services essentiels, qui a justement, on va dire, toute une disposition juridique, il y a des obligations, il y a des attentes, on réalise en fait que dans la pratique, il y a de très fortes disparités. Et le dernier point, c'est qu'aujourd'hui, on a un sujet qui porte sur les stratégies de la donnée. La Rochelle l'incarne très très bien. Et que justement, aujourd'hui, lorsqu'on fait des partenariats publics-privés sur le sujet de la partage de la donnée, beaucoup d'acteurs privés demandent quid de votre niveau de sécurité de la donnée pour que je puisse vous partager de la data par rapport à des enjeux territoriaux, par rapport à la data économique ou autre. Et en fait, ils réalisent qu'in fine, ils ne peuvent pas forcément la partager pour des raisons X, Y ou Z. Slide suivante. Et donc voilà, donc un peu ce constat,
encore dans les grandes lignes, hein, mais qui permettent un peu de construire un peu le savoir commun. C'est ce SI, c'est les moyens insuffisants, c'est la transition, c'est la culture de l'open source également qui est fondamentale, les écosystèmes locaux qui peinent, parfois des territoires qui manquent de TP également en matière de SI, de cybersécurité. Et puis le dernier point, justement in fine, c'est lorsque l'on regarde, comme on dit, la big picture, on se rend compte en fait que le patrimoine informatique et data est extrêmement large, avec un écosystème d'acteurs extrêmement dense et qu'il faut vraiment regarder le tout dans son ensemble. Prochaine slide. Et alors, ça aussi, c'est un peu la démarche un peu exploratoire, en tout cas la réflexion qu'on souhaiterait mener. C'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de cybersécurité, il y a justement différents éléments qui nous ramènent à dire qu'elle est un peu jacobine. Pourquoi j'emploie ce terme? Ça veut dire que mine de rien, elle reste très centralisée par rapport à la fois aux micro-data centers, qui sont comme vous le savez, qui sont des structures assez massives dans certains territoires, qui n'ont pas tendance à se territorialiser. Le deuxième point, comme je l'ai indiqué, c'est ce type d'acteurs locaux. Le troisième point, c'est que la question des compétences. Aujourd'hui, on voit beaucoup de territoires qui peinent à recruter des profils en cybersécurité, qui sont soit surqualifiés, soit les niveaux Bac plus 3 ne sont pas forcément présents. Le point numéro 4 qui est pour moi fondamental, c'est mon SI, ma cybersécurité. Ça, c'est un point qui revient de manière assez régulière, c'est-à-dire que la cybersécurité est souvent compris d'un point de vue institutionnel, on va dire au sein d'une boucle, d'une bulle, mais pas forcément comme un dispositif local partagé par différents acteurs. Et puis le dernier point, que justement, on manque de dispositifs territoriaux de formation et sensibilisation. Maintenant, vient l'histoire. Donc, slide suivante. Avec justement un territoire que j'ai accompagné, un territoire peu dense qui est la plaine de l'Ain, et qui justement a réalisé que non seulement, on va dire, elle avait justement des lacunes côté SI, mais ça c'était un point qu'il savait, mais qu'il pouvait justement travailler à mettre en place un dispositif territorial de cybersécurité avec des acteurs locaux, donc avec le parc d'activités industrielles, avec des structures d'accompagnement, avec des entreprises qui travaillent sur le sujet, mais justement dans le but, on va dire, de créer cette notion de service public local de la cybersécurité, ou en tout cas de créer une forme de protection collective en avançant sur ce point. Slide suivante. Et là, justement, ce qui est intéressant, et ça, en fait, ça vous montre l'évolution de la réflexion. C'est qu'on a justement fait un diagnostic auprès des entreprises, donc on est parti voir différentes structures locales pour réaliser en fait est-ce qu'il y avait des manquements, en tout cas des besoins en cybersécurité, non pas uniquement côté collectivité, mais également côté écosystème local. Et on a réalisé en fait que l'ensemble des acteurs, donc les entreprises, les industriels, les acteurs de la santé, etc., tous avaient soit des failles, soit des besoins, soit la nécessité, ou en tout cas la demande, le besoin de travailler en réseau, d'être justement d'être membre, en tout cas de faire corps à travers un écosystème. Et c'est un point qui a justement émergé et qui a justement poussé en fait cette démarche avec la plaine de l'Ain de sorte à travailler sur ce dispositif de cybersécurité. Et donc, c'est justement ce qui nous a amené à construire cette notion de service public de la sécurité numérique, avec en premier lieu cette compréhension élargie, c'est-à-dire lorsqu'on parle de data sécurisée, ce n'est pas uniquement la donnée d'intérêt privé, c'est la donnée également des services publics, des marchés publics, également le travail sur la définition du rôle du RSSI. On a dit celui qui murmure à l'oreille de l'élu, dans la mesure où justement aujourd'hui, on sait que le DPO a une position particulière au sein des collectivités, d'essayer d'avoir cette position qui sera assez similaire avec ses capacités à échanger directement auprès des DGS, auprès des élus. Le troisième point qui porte également sur le fait que dans le cadre des marchés publics, des clauses soient prévues par rapport au volet cybersécurité et qu'il y ait un plus grand, on va dire, un plus grand contrôle par rapport à ce point. Et puis le quatrième point, c'est justement ces différentes formations sur lesquelles on travaille avec la collectivité. Slide suivante. Et donc justement, aujourd'hui, on voit justement qu'il y a un paradigme qui est en train d'évoluer. Et en fait, justement, cette évolution avec la collectivité de la Plaine de l'Ain a pris lieu dans le cadre d'un appel justement du plan de relance qui s'appelle Sécuriser les territoires. Et c'est vraiment ça mon but, c'est de vous dire en fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de cybersécurité, vraiment cette dimension territoriale qui est fondamentale, il ne faut pas l'oublier, et qu'aujourd'hui différents dispositifs permettent justement de la pousser, qu'il faut absolument prendre en compte et ne pas oublier ces acteurs locaux que sont les petites et moyennes communes qui travaillent en ce sens, mais qui ont également besoin de compétences techniques, humaines, matérielles, financières pour avancer, et surtout dans une logique écosystémique, dans la mesure où ils ne pourront pas le faire seuls, et que justement c'est le travail en écosystème qui permettra d'avancer sur ces points. Slide suivante. Et donc justement, un peu pour les derniers points, un peu pour retenir, et si on devait avoir 3 termes, donc décloisonner. Justement, en fait, que jusqu'ici, lorsqu'on pensait cybersécurité et territoire, en tout cas collectivité, on pensait uniquement sur le périmètre de la commune, ou en tout cas de l'administration, alors qu'en fait, il faut justement décloisonner, penser au-delà. Le deuxième point, c'est enraciner dans la mesure où il faut des profils, des personnes, des compétences, des réseaux qui viennent justement incarner cette cybersécurité et le fait qu'elle devienne en fait, in fine, un enjeu partagé pour l'ensemble des acteurs. Et le troisième point, accompagner, et ça me permet justement de faire la transition avec le prochain interlocuteur, qui est justement cette notion en fait qu'aujourd'hui l'open source
n'est également pas forcément, ou en tout cas le logiciel libre, une ressource considérée par les collectivités du point de vue de la cybersécurité, que ça peut être justement une passerelle pour beaucoup, en tout cas les petites et moyennes, pour justement être introduite à ces dernières, et que de fait, il faut justement ce travail d'accompagnement. Et donc, je vous passe la parole. Merci Ismaël. Donc moi c'est Thierry Leblond, hein, j'ai été présenté tout à l'heure par Jean-Paul et il faudra que tu me dises quand j'arrête parce que je suis d'un naturel assez bavard. Moi j'ai retenu 2 idées importantes par rapport à mon propos dans les précédents interlocuteurs. Le premier, c'est Olivier Graal qui a dit que en fait, faire de la sécurité, c'est transférer la confiance à un tiers. Et donc ce tiers, il faut lui faire confiance. Donc là, c'est vrai que je vais juste dire que quand on a commencé cette aventure parsec.cloud, le fil directeur, c'est en 2016, hein, pour faire en place une solution comme ça, c'est 4 ans de développement intensif, beaucoup de souffrance avec l'ANSSI, qui nous a aidés, hein, mais qui nous a mis la barre très haut. Et la question qu'on s'est posée, c'est et si le cloud devenait l'endroit le plus sécurisé? Voilà. Quand on a dit ça, le deuxième, par rapport à cette idée de tiers de confiance, la question qu'il faut systématiquement se poser quand on fait de la sécurité, c'est qui garde vos clés? Ce qu'a dit aussi Olivier. Et la bonne réponse, c'est que si c'est quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance, par exemple quelqu'un qui pratique l'extraterritorialité des lois, eh ben, la réponse c'est je ne lui confie pas mes données, je ne lui confie pas ma clé. Et nous, en fait, à la réponse qui garde la clé, on a cherché à apporter la réponse et on pense avoir bien réussi à le faire. Donc, je vous invite à voir sur le stand. C'est personne. Voilà. Entre guillemets, et là je vais préciser après l'approche en termes de zéro trust, c'est que chacun possède sa clé et chacun est le seul, de façon exclusive, à accéder à ces données. Alors la question après qui se pose, mais comment je fais pour partager des données que je suis le seul à avoir? Bon, après on y reviendra. Et puis, il y a un deuxième élément, c'est la phrase qui a été mise en exergue par Ismaël tout à l'heure, hein, qui disait que, je ne sais plus comment la citer, mais enfin, il parlait de transition écologique, et puis en fait, la transition numérique après la transition écologique, elle démarre forcément par la cybersécurité. Alors ça, c'est une phrase extrêmement importante, parce qu'il y a une idée clé derrière, c'est le fait qu'un serveur central, il a accès à toutes vos informations. Donc, si c'est des informations pas sensibles, c'est pas grave. Mais si c'est des informations sensibles, à partir du moment où ce serveur va avoir une faille, eh ben, vous accédez à tout le système d'information de l'organisation. Et donc là, ça pose un problème. Et on va venir progressivement vers le zéro trust. C'est quoi le zéro trust? Donc, l'ennemi, en gros, c'est l'autre. Enfin, je ne veux pas faire de la paranoïa, mais c'est vrai qu'en matière de sécurité, souvent, on raisonne comme ça. C'est le réseau, c'est le fournisseur de cloud, c'est l'infogéreur. Désolé s'il y en a dans la salle, c'est pas pour dire il y a des infogéreurs de confiance, mais du point de vue de l'utilisateur, c'est tout ça. C'est enfin bref, c'est tout ce à quoi vous devez faire confiance pour manipuler vos données. Donc j'en viens maintenant au propos sur la sécurisation des données et sur le zéro trust. Il y a donc quand on a dit que voilà, on veut faire confiance à personne et qu'on veut être les seuls à manipuler nos propres données, donc il y a l'ANSSI qui a sorti une note très très intéressante, parce qu'en fait, moi j'avais un peu peur que le zéro trust ça soit un peu un buzzword il y a quelques mois, et en fait ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est qu'il y a eu cette note de l'ANSSI là, qui s'appelle le modèle zéro trust, que je vous invite à télécharger, du 15 avril 2021, et vous saurez tout. Alors ça vous explique juste le concept. Le zéro trust, en fait, il est souvent utilisé en mode network zéro trust, c'est-à-dire je fais du zéro trust réseau. Ça consiste en fait à considérer que le modèle périmétrique, il n'est plus du tout valable. Vous savez, celui du château fort, là, où il y a des murs partout, et puis j'ai des ponts-levis de temps en temps, les firewalls, tout ça, enfin les VPN. Et tout ce qui est à l'intérieur, je fais confiance, et tout ce qui est à l'extérieur, c'est les ennemis. Or, en fait, la menace, elle est partout, à l'intérieur, à l'extérieur, enfin, elle est partout. Donc, comment je fais pour me méfier de tout le monde ? Donc c'est ça que dit le modèle Zero Trust. Et donc il dit en gros qu'il faut réduire la confiance implicite à tous les acteurs du système d'information. Et il le dit sous l'angle réseau. Alors, je vais vous dire en fait comment nous on l'a interprété sur le plan logiciel, parce que nous on fait du zéro trust logiciel, et vous verrez que c'est quand même très lié en fait. Et ils disent que pour réduire cette confiance implicite envers tous les acteurs du système d'information, il faut faire
le besoin d'en connaître, c'est-à-dire qu'on ne donne l'information qu'à la personne qui a besoin d'en connaître. 2, il faut qu'on mette en place le plus faible niveau de privilège, le moindre privilège comme on appelle. 3, il faut que tout soit dynamique, la politique d'accès aux ressources doit être dynamique, donc réévaluée en permanence. Et 4, c'est au niveau des authentifications et des autorisations, il faut qu'il y ait aussi une réévaluation régulière. Donc en gros, ça bouge dans tous les sens et à tout instant. Voilà. Et ça, c'est pour se prémunir contre ce modèle périmétrique qui va de pair avec ce que j'ai dit au sujet du serveur central. Hein. C'est-à-dire que tout ça, c'est le modèle périmétrique. C'est-à-dire que quand vous attaquez le système par un bout, vous accédez à tout le système, vous avez tout gagné. Donc c'est ça qu'il faut arriver à casser. Et la seule façon, quand on y réfléchit, de casser tout ça, c'est de transformer chaque atome à partir duquel on accède au système d'information, c'est-à-dire ça c'est un atome, c'est un terminal, en entité de confiance. Et ça, c'est ma seule entité de confiance. Et tout le reste, j'ai plus confiance. Alors, en niveau logiciel, si je suis trop long, c'est bon. Au niveau logiciel, comment je vais résumer les choses? Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que le cloud devienne l'endroit le plus sécurisé? Il y a 5 éléments importants, enfin, tel qu'on l'a compris. Le Zero Trust, ça part du principe que votre terminal est la seule entité de confiance. Alors évidemment, à partir de ce moment-là, ça suppose d'autres éléments, c'est-à-dire est-ce que je suis à jour de mes failles, ça me suffit pour être entité de confiance, ou est-ce que derrière, je veux que mon terminal soit sécurisé par une veille active, comme par exemple par un XDR qui va me détecter en fait les attaques locales. Je rappelle que là, l'approche que je suis en train de vous expliquer, c'est une approche de sécurisation de données. Je ne suis pas sur la sécurisation du terminal, qui est un autre sujet. Donc le deuxième élément qui est le corollaire, je parlais de Zero Trust, c'est le Zero Knowledge, c'est-à-dire, c'est un peu le corollaire, c'est-à-dire que tout ce qui sort du terminal doit être inexploitable par le réseau, l'infogéreur, l'administrateur, le cloud provider, la NSA et compagnie, voilà, pour ne pas les citer. Ensuite, le cinquième élément, c'est alors, ça, c'est une innovation qu'on pense... en gros, si vous réfléchissez bien, la sécurité part toujours d'en haut quand on l'a fait, hein, avec les histoires de certificats. Vous avez quelqu'un, un secret caché dans un coffre-fort, un HSM, et puis vous délivrez des certificats progressivement jusqu'en bas. Ben, quand vous réfléchissez bien, si vous inversez le problème et que vous partez d'en bas, c'est beaucoup plus simple, enfin d'une certaine façon. Techniquement, il y a des problèmes, mais enfin, vous dites en fait que celui qui est en bas, il n'a pas besoin que quelqu'un certifie son identité parce que lui, il sait qui il est. Moi, je m'appelle Thierry Leblond et j'en suis convaincu. Et puis, je veux passer une information à Olivier ou à Ismaël, mais je sais que c'est eux. Je les connais. C'est mon réseau de confiance, donc je sais à qui je veux la passer. Et je n'ai pas besoin que quelqu'un en haut me dise avec qui je peux travailler. Moi, je sais très bien qui. Et c'est ça, en fait, le réseau user-centered. C'est-à-dire, en fait, on va progressivement construire la sécurité, non pas en partant du haut, mais vers le bas. Donc, en fait, quand on travaille bien, on peut travailler des deux côtés. C'est-à-dire que vous avez l'annuaire, ou là où vous faites de l'enrôlement sur des cartes à puce, par exemple, sur des infrastructures de gestion de clés, qui vous permettent de faire un enrôlement, on dirait, par le haut, en sécurité par le haut, mais vous pouvez également travailler par le bas, en enrôlement de proche en proche, des gens qui ne sont pas dans votre zone de confiance, par exemple, sur un autre réseau, sur Internet, etc. Ça, c'est le user-centered. Le quatrième point, c'est ce qu'on appelle la micro-segmentation. Le truc important à comprendre, c'est que si vous hackez un serveur central, vous hackez tout le système. Alors que si vous hackez un terminal, vous hackez juste que les données qui sont accessibles sur le terminal. Donc la micro-segmentation, c'est faire en sorte que vous ne donnez l'accès qu'aux données qui ont à être connues de la personne qui possède le terminal. Et enfin, le ransomware fait beaucoup de dégâts, on le sait aujourd'hui. Il y a une façon très pratique de lutter contre le ransomware, c'est faire en sorte que le chiffrement de la donnée non voulue soit juste en fait une simple mise à jour d'une information qui évolue au fil du temps. Donc si dans votre système, vous êtes capable d'un simple clic de redétricoter le système jusqu'à l'instant T, T pouvant être modulable à la seconde près, hein, vous reconstruisez toutes vos données, donc le ransomware n'est plus un problème. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a essayé de faire avec notre système Parsec. Après, je pourrais en reparler plus en avant s'il y a des questions, mais le but, c'est pas de parler de ce système-là. Et je voudrais donc parler des menaces. Après, tu me diras hein, quand je calme le jeu. Contre quoi on cherche à se prémunir. Là, j'ai présenté une petite présentation. Il y a 3 menaces principales. C'est le cyberespionnage, le cybersabotage et la cyberjudiciarisation.
Et curieusement, on parle souvent de l'espionnage et du sabotage, mais la judiciarisation, on n'en parle pas. Alors en fait, faut bien voir que derrière, on est confronté à un outil, un monde qui change complètement, avec derrière des menaces à notre démocratie, des menaces de nos infrastructures vitales, les citoyens européens qui doivent être protégés au niveau de leurs données. Je pourrais être long sur le sujet, donc je ne vais pas en parler. J'ai un article de 18 pages qui va sortir dans une revue de sécurité, les entreprises européennes à protéger, et aussi la guerre dans le cyberespace. Et donc, quand on veut se protéger contre le cyberespionnage, qu'est-ce qu'on fait? La fonction de sécurité s'appelle la confidentialité, et l'outil, c'est le chiffrement des données, ce qu'on appelle alors ça s'écrit en anglais E2EE, pour End-to-End Encryption, mais à condition qu'on ait la clé, parce que tout le monde fait du end-to-end encryption, mais simplement la clé est disponible chez le fournisseur de services. Le deuxième élément, la deuxième menace, c'est le cybersabotage. Donc là, c'est en gros, vos données vont être changées, et on ne va pas vous dire qu'elles sont changées. Alors elles peuvent être chiffrées par des ransomware et tout ça, ou elles peuvent être simplement modifiées sans vous le dire. Et la fonction de sécurité, elles sont au nombre de 3. C'est l'intégrité des données, c'est la résilience, que fait très bien le cloud, et c'est l'historisation, c'est la capacité à remonter dans le temps. Et les outils, c'est la data signature, le worm que j'ai cité, write only, read many, et le multi-cloud, c'est-à-dire que vous allez héberger vos données sur plusieurs clouds en même temps de façon redondante. Voilà. Et enfin, plus grave menace, je dis plus grave sur le plan stratégique, parce que c'est plus des voyous qui veulent nous prendre notre argent. Là, c'est carrément de l'espionnage institutionnalisé pour prendre le pouvoir sur notre souveraineté. C'est la cyberjudiciarisation. Donc, c'est les lois, donc les fonctions de sécurité, ce qu'on appelle la supraterritorialité ou la résilience également dans ce cas-là. Et là, les outils, c'est le Zero Trust et la norme Sectum Cloud, donc qui est dictée par l'ANSSI, qui permet de garantir que les données que vous hébergez dans un pays, elles sont bien dans ce pays, à cet endroit-là, et que toutes les règles de sécurité sont prises par l'hébergeur. Donc si vous mixez le Zero Cloud et le Sectum Cloud, vous avez la garantie que vos données elles sont bien à cet endroit-là, et vous avez garanti que l'hébergeur Sectum Cloud, il a accès à rien du tout. Voilà. Je vais rester là, mais oui. Alors je n'ai pas parlé d'open source, mais si... On va passer aux questions-réponses, et je vais quand même lancer aux 3 intervenants. Est-ce que l'open source peut être une bonne stratégie sur l'aspect Zero Trust et voilà. Est-ce qu'il y a des retours d'expérience? Alors oui. Alors pourquoi on a choisi l'open source? Alors parce que l'open source pose un problème pour l'entreprise, c'est la monétisation. En gros, comment on paye les équipes pour faire le boulot, quoi, parce que ça coûte cher quand même de faire ce genre de choses. Alors pourquoi l'open source? Il y a plusieurs éléments. Déjà, on ne va pas réinventer tout. Donc, il y a plein de choses qui existent. Et en fait, on est face à un Lego, quoi. Enfin, pour ceux qui ont fait ça dans leur enfance, vous avez des briques partout et il faut construire un avion. Là, on doit construire un système, on a des briques partout et il faut les agréger de façon intelligente, sauf qu'elles ont des licences. Et dans certains cas, on tombe sur des licences Affero-GPL qui sont des licences dures. Alors, il y a des licences permissives, comme la licence Apache ou des choses comme ça, mais il y a aussi des licences dures. Et en fait, il faut les utiliser. Donc nous, on a pris les décisions de mettre sur le noyau principal de logiciel en licence Affero-GPL, qui est une licence dure. Donc on pense que derrière, à moins d'un fork majeur, on ne peut pas être... enfin, c'est plus difficile en fait de décider de le faire. Par contre, donc ce noyau en Affero-GPL, le deuxième élément de l'open source en matière de sécurité, c'est que de notre point de vue, on ne peut pas faire de sécurité. Je ne parle pas de détection d'intrusion. Des choses que quand on va à la chasse, ce n'est pas grave si son arme n'est pas publique. Mais par contre, quand on fait de la protection de données, si on ne met pas le code en libre accès, on retombe sur le problème de la confiance. C'est-à-dire, a-t-on vraiment confiance? Donc là, sur le deuxième problème de la confiance, vous avez un autre élément qui est super important, mais là qui n'est pas lié à l'open source, c'est la certification. On a fait toute la démarche de certification auprès de l'ANSSI, parce que le fait d'avoir la marque ANSSI sur le système, tout de suite, ça change les choses au niveau de la confiance. Et le troisième élément, je resterai là, c'est il y a un principe en cyber qui s'appelle le principe de Kerckhoff, on regarderez sur Wikipédia. Ça vous dit qu'en fait, que la sécurité, elle est assurée non pas par le secret de l'algorithme, mais par le secret de la clé. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas le code qu'il faut garder secret, mais c'est bien la clé. Et donc, c'est tous les mécanismes de transmission de clés qui sont importants. J'ai en tête un exemple que je ne peux pas vous citer, parce que là, on a fait une détection de faille majeure sur un système qui est utilisé.
qui se protège en gardant confidentiel le système. Sauf que nous, on a réussi à le renverser, quoi. Donc ça pose... Et donc, il n'y a pas de système sûr qui ne soit pas ouvert. Voilà, je vais résumer les choses comme ça. Monsieur Graal, vous êtes d'accord avec ça? Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'open source, mais oui, je suis d'accord avec Thierry. On échange pas mal sur le sujet. Je rebondirai effectivement sur la problématique du code. On le voit, nous, sur les visas de sécurité. Si vous suivez un petit peu l'actualité, il y a différents niveaux de visas. Vous avez les CSPN qui sont le premier niveau et vous avez les qualifications. Ne pas connaître le code source du produit qu'on va utiliser pose clairement un problème. Et il y a malheureusement des précédents. Alors je ne peux pas vous dire qui, quand, comment, où, mais il y a des produits commerciaux qui ont des backdoors exploitables, mais qui ne sont pas connus. Il y a eu un cas emblématique il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est 2015, d'un fabricant de matériel dont je tairai le nom, qui avait oublié de nous mentionner que ça faisait 10 ans qu'il y avait une faille 0D sur ses produits, que lui connaissait et que ses services de renseignement connaissaient aussi dans son pays. Produits massivement utilisés sur le territoire national français. L'open source est une des réponses à cette problématique-là. À partir du moment où on est en confiance, on a pu voir le code, on peut espérer se protéger de ce type effectivement de dérive qui se joue au niveau des États. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des velléités étatiques étrangères pour garder des ouvertures possibles pour pouvoir nous nuire. C'est un constat, c'est une réalité. Donc moi je milite effectivement pour qu'on continue à développer de l'open source. L'ANSSI en utilise d'ailleurs, hein, on fait pas mal de choses là-dessus. Bon, je m'arrêterai là. Peut-être pour conclure, côté, on va dire côté un peu acheteur, hein, côté acteur public, c'est sûr en fait que l'enjeu porte également sur la lisibilité de l'offre en quelque sorte, et que justement aujourd'hui, lorsqu'une collectivité, en tout cas un acheteur, souhaite potentiellement acquérir une solution open source, ou en tout cas travailler avec, il y a un véritable enjeu en fait, par exemple sur la question, pas forcément des labels, mais en tout cas sur comment est justement les garanties par rapport à son effectivité, comment ai-je des garanties par rapport à son impact réel par rapport à mon système d'information. Et ça, c'est un point important, dans la mesure où justement cette question de lisibilité n'est pas forcément, on va dire, en tout cas est un point d'attention réel côté acheteur, côté acteur public. Bonjour, Christophe Broca, Sécurité Assurance Maladie. Le modèle Zero Trust, c'est, dans la vie des entreprises, pour l'instant, c'est du flameware. Hein. Clairement, à part chez Google, où ils ont eu une politique de Zero Trust sur leur propre système d'information, où ils ont poussé le modèle, on ne connaît pas vraiment de grosse mise en œuvre du modèle Zero Trust. Pourquoi? Parce que ça veut aussi dire, on disait tout à l'heure, le modèle de confiance part du terminal. Mais le modèle Zero Trust, ça veut dire qu'on sait identifier le terminal, on sait assurer que le terminal en question est bien celui qui prétend être. Puis après, l'utilisateur qui est dessus, on sait l'identifier à tout moment. On sait en plus développer, s'assurer des habilitations qu'il reçoit. Et tout ça en temps réel avec toutes les applications du système d'information. Donc s'il y a quelqu'un dans la salle qui a une entreprise qui fonctionne comme ça, moi, je veux bien venir faire une initiation parce que moi, dans la vraie vie, je ne sais pas le faire. Et si déjà je sais faire du chiffrement end-to-end, comme il a été précisé tout à l'heure, dans mon entreprise, par rapport au stockage, qui serait donc du coup, on pourrait se dire que le stockage, c'est pas très grave, parce qu'on est du chiffrement du end-to-end et ça part depuis le endpoint, ça sera déjà beaucoup. Voilà, moi, c'est ce que je voulais dire, vu de l'entreprise. Voilà, si déjà on arrive à faire du chiffrement de bout en bout, proprement, avec des applicatifs métiers, on sera déjà assez content, quoi. Voilà. Et ça, décorrélé de toute problématique open source. Oui, alors c'est vrai que le Zero Trust, j'ai bien distingué tout à l'heure le Zero Trust réseau du Zero Trust logiciel. Sur le Zero Trust réseau, c'est vrai qu'il y a cette question d'identification du terminal. Sur le Zero Trust logiciel que j'ai évoqué, c'est secondaire l'identification du terminal.
à condition qu'on ne fasse pas d'applicatif avec des bases de données. Parce qu'à partir du moment où la clé est sur le terminal, par définition, ou externe au terminal, je veux dire par définition, on a prouvé en fait qu'on est bien la bonne personne. Donc c'est vraiment la clé qui contrôle l'ensemble. Maintenant, c'est vrai que du Zero Trust logiciel, comme j'ai décrit tout à l'heure, on n'en fait pas sur des bases de données. Donc la seule façon d'aborder le problème, là on y travaille actuellement avec un grand compte, hein, donc c'est au niveau étatique, c'est d'hybrider en fait le système et de manipuler en fait des liens qui sont des liens d'accès au stockage Zero Trust. Donc c'est sur ce qui est contenu, mais pas sur la donnée proprement dite. La donnée en mode base de données, elle sera forcément sur un serveur central. Enfin, en tout cas, on n'a pas inventé de système qui permet de le faire. Mais tout ce qui est pièce jointe ou tout ce qui est contenu de type stockage, on peut le faire. Voilà. Enfin, je ne sais pas si ça répond, mais oui, je suis d'accord. C'est vrai que il y a plusieurs approches possibles, dont celle du réseau. Et celle du réseau, je suis d'accord, c'est pas vraiment l'approche la plus facile à faire, quoi. Voilà. Donc, par contre, l'approche logicielle, elle est facile, mais elle n'apporte pas toutes les réponses à tous les systèmes. Pascal Baratou, Innovalit, je voulais réagir justement. Moi, j'ai travaillé 25 ans dans une société de services informatiques américaine qui traite plus de 10 millions de payes par mois, donc traite un certain nombre de données privées et sensibles importantes, et comme client des grandes banques américaines, donc avec des audits. Tous les 3 mois, en gros, il y a un audit de cybersécurité qui se fait. Alors, sans arriver exactement à la définition du Zero Trust, mais ça fait au moins une dizaine d'années où, effectivement, tous les réseaux sont complètement sectorisés, avec des gestions d'accès qui se revoient de façon mensuelle, etc. Donc, on arrive quand même à limiter assez fortement. Oui, mais bon, voilà, donc il y a quand même des choses qui se font. Je voulais réagir aussi, parce que j'ai réagi tout à l'heure un petit peu, sur le cloud souverain ou de confiance, parce qu'en ce moment on en entend beaucoup parler et c'est assez décrié par certains, et rebondir sur ce que vous disiez l'un et l'autre en disant on ne peut pas faire confiance quelque part à un tiers si on ne connaît pas les sources de ces programmes. Et juste avant, vous disiez que justement le cloud de confiance était fait avec nos amis GAFAM. Donc j'espère que vous avez accès aux sources pour vérifier qu'ils soient de confiance. Alors, la conférence est enregistrée, donc il faut parler dans le micro. Ça va au-delà des problématiques de territorialité. C'est-à-dire que le débat, c'est pas quoi. Ce qui a mis en exergue la problématique du cloud souverain, c'est effectivement ces problématiques juridiques entre les pays. Et le fait que la loi française, malheureusement, ne s'applique pas sur toute la planète, et que par contre, on peut, par des biais juridiques, en tant que pays étranger, avoir accès à des données auxquelles on n'est pas censé avoir accès. Je vois pas. Alors, ça, c'est ce qui a mis en exergue cette problématique-là. Mais au-delà, si j'ai cité l'exemple tout à l'heure de mon industriel du domaine de la pharmacie qui avait un prestataire de services de sécurité qui embauchait des gens qui avaient des CV à Fleury-Mérogis comme ça, on pourrait avoir le même problème en France. C'est pas parce qu'on héberge chez Données, chez un prestataire français souverain, que les salariés du prestataire français souverain font leur travail correctement et ne sont pas dangereux. Donc, je prône un modèle français, ou plutôt européen, avec une réindustrialisation, la genèse de nouvelles technologies que l'on maîtrise et que l'on accompagne, avec cette notion effectivement de qualification de produits, avec la découverte des codes, parce que ça réglera pas, mais ça ne réglera qu'une partie du problème. Ce qui m'intéresse, moi, dans l'approche de SIL, du produit SIL, entre autres, je ne suis pas là pour faire du prosélytisme, il y en a d'autres qui font... C'est qu'effectivement, on redonne du pouvoir à l'utilisateur, au propriétaire des données. On va permettre aux gens, sur des infrastructures non maîtrisées, reprendre la main sur la sécurité de ces données. Et alors, c'est pas un chemin facile, c'est compliqué. On l'a vu tout à l'heure, il y a beaucoup de briques logicielles aujourd'hui qu'on ne maîtrise plus. Mais je pense qu'il faut tendre à aller vers ce type de solution pour régler cette problématique de confiance, que le prestataire soit étranger ou français. Je voudrais faire une analogie aussi, pour compléter ce que dit Olivier Graal.
Quand je vais brancher mon ordinateur pour le charger sur la prise de courant, je ne sais pas si l'électricité elle est produite par des panneaux solaires, par une centrale nucléaire, je ne sais pas et je m'en fiche en fait. En fait, l'idée, c'est d'utiliser le cloud pour ce qu'il est fait. On n'a même pas besoin de connaître le code, le code qui est derrière, qui est sous-jacent. Qu'est-ce qu'il nous délivre? Il nous délivre de la scalabilité, de la disponibilité, de la résilience. Ça, c'est super. Et en plus, c'est pas cher. Génial. Je prends et c'est tout. Et le reste, je fais. C'est-à-dire que j'utilise en fait, un peu comme un judoka, la force de l'adversaire et je la détourne à mon avantage. Et quand je parlais de publication de code, ce n'est pas du tout le code qui fait fonctionner les clouds qui m'intéresse. C'est le code qui fait fonctionner toute la partie crypto, les clés crypto, les transferts de clés, tout ce qu'on appelle la spécification crypto qui est donnée à l'ANSSI pour obtenir une certification, ce qu'on appelle la cible de sécurité, tous ces éléments-là. Ça, c'est le cœur de l'intelligence et le système. Si, par exemple, je suis capable de faire la même chose que Google Doc, en mode zéro trust, ça change complètement les choses. Parce que je fais pareil, mais je suis le seul à pouvoir les lire. Et là, c'est une grosse valeur par rapport... Je parle des gens qui font vraiment de la sécurité et qui ne veulent pas montrer leurs données. Si on anime un club de sport, on s'en fiche. Mais par contre, si on fait vraiment des choses qu'on ne veut pas que d'autres lisent, eh ben, là, on peut apporter quelque chose de bien supérieur à ce qui est aujourd'hui proposé au niveau des applications classiques. Alors, évidemment, ce n'est pas les applications qui étaient évoquées par la précédente personne qui est intervenue. Bonsoir, Mourad Zerouki pour Urban Think. En fait, j'ai une question au sujet justement du choix de la licence GPL V3 pour le logiciel donc, Zero Trust. Est-ce que la raison, c'est que sur GPL, il y a moins de forks, effectivement. Donc, historiquement, il y a moins de forks, donc la communauté est plus facile à mobiliser, à stabiliser. Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Parce que vous aurez pu tout à fait choisir une autre licence type BSD. Hein, donc voilà, pourquoi ce choix? Est-ce qu'il y a d'autres raisons que juste de maintenir une communauté stable et avec moins de forks? Alors la communauté, c'est simple à expliquer. La communauté, on aimerait bien qu'il y ait plus de monde qui participe, mais la communauté, c'est notre entreprise déjà. Enfin, à part quelques personnes extérieures et des stagiaires, mais c'est nous qui faisons la communauté. C'est pas simple de construire une communauté. Donc la raison de la GPL, elle est multiple. D'abord, je pense que quand on est parti, donc on est tous issus plus ou moins des ministères régaliens. Je pense que derrière, on a dans nos gènes la question de la souveraineté. Par exemple, on s'est posé la question de la stratégie il y a un an et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait. Et clairement, on a orienté notre stratégie sur la souveraineté européenne. C'est ça qui nous intéresse. Ensuite, il y a un deuxième élément qui est plus pratique. C'est que quand on intègre dans notre produit, là en l'occurrence je parle d'un logiciel où toute l'intelligence est sur le terminal, quand on intègre des logiciels AGPL dans son produit, ben on peut être que AGPL. Donc c'est vraiment contraint et forcé, c'est comme ça. Mais ça ne nous gêne pas parce que c'est une super protection. J'ai demandé conseil à d'autres éditeurs qui font de l'AGPL et on était venu comme ça. Après, c'est le problème de la monétisation. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail de la monétisation, mais clairement, quand on a un gros savoir-faire dans une technologie vraiment bien musclée, en fait, on se rend compte que surtout en matière de sécurité, soit vous avez des gens qui veulent utiliser votre système en mode classique et donc qui l'utilisent, mais là, on parle quand même des données sensibles de toute l'entreprise. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Et on se rend compte en fait que les grands comptes, ceux qui nous intéressent, forcément, ils viennent nous voir. Parce que, par exemple, quand vous voulez hybrider un système comme ça avec du web, faut que ce soit quand même le concepteur qui le fasse, parce que sinon, on fait n'importe quoi. Enfin, donc, il y a un business model qui est en train d'apparaître de ce côté-là, qu'on a mis du temps à comprendre, mais qu'on est en train de bien comprendre là. Il reste encore 3 minutes, il peut y avoir des questions encore. Bonjour, Sébastien Gavois, journaliste pour Next Impact. J'avais une question par rapport aux briques open source que vous utilisez, qui sont utilisées dans les logiciels de sécurité. Les briques open source ne sont pas toujours toutes vérifiées, auditées à fond. On l'a vu avec OpenSSL et Heartbleed. On s'est retrouvé avec des failles sur un composant qui était largement utilisé partout dans le monde. Est-ce que vous avez des moyens de lutter contre ça? Est-ce que quand vous développez ce genre de logiciel, vous les vérifiez toutes intégralement? Est-ce que les audits sont publiés pour que d'autres puissent s'en servir derrière? Voilà. Non, c'est une excellente question. Hein. Nous, on prend la brique open source dans sa version actuelle. Donc, on a aujourd'hui des gens qui comprennent, qui savent lire le code. Donc, je pense que si derrière, dans la brique, on identifie des failles,
Ben, voilà, mais on ne va pas faire la revue de la brique complète si c'est une brique hyper... Alors par exemple, je prends le cas de... Mais ça va dans les deux sens aussi. Par exemple, quand on fait de la sécurité comme nous, si on va réinventer sa crypto, ben, je pense que c'est le meilleur moyen de se planter, parce que la crypto, c'est une confiance qui s'est construite au fil du temps. Et aujourd'hui, il y a d'excellentes bibliothèques crypto qui font le taf. Par exemple, LibNACL, l'Ipsodium implémenté sur PNACL. Nous, clairement, on a pris ça et on l'a implémenté. Donc, s'il y a une faille dedans, bah, on est tributaire de la faille. Mais c'est pas grave, entre guillemets. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la faille est rendue publique ou qu'elle apparaît, ou si quelqu'un veut une crypto renforcée ou une crypto de son choix, ben, il suffit de changer la bibliothèque par une autre et c'est modulaire et c'est interchangeable. Mais clairement, si le composant libre il n'est pas à jour, s'il n'y a pas une communauté très active, enfin, etc., bah ouais, une faille comme ça, je ne suis pas certain qu'on puisse la détecter, nous aussi. Hein. Donc, mais de toute façon, après, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Voilà. Il y a une communauté, il y a des gens spécialistes dans les différentes briques, il y a des gens qui regardent, c'est ça la force de l'open source. Et puis si la faille, elle n'est pas détectée, ben oui, on est dans... Mais après, ce qu'on peut se dire, c'est que les failles sont plus faciles à détecter quand vous ouvrez le code, parce que derrière, tout le monde peut regarder, alors que si vous avez un code fermé, ben, il n'y a que, en gros, les méchants qui peuvent regarder. De toute façon, il n'y a rien de magique. Qu'est-ce qui se passe si, en fait, je fais une loi extraterritoriale qui impose de ne pas crypter? Ah, qu'est-ce qui se passe là? C'est la bombe atomique là? Bah ça n'a jamais été fait. Ils sont capables de tout. Ils sont capables de tout. Non, mais ça m'étonnerait hein, que ce type de stratégie territoriale puisse s'engager en ce sens. Plus subtil, ça peut être certains types de cryptos qui sont interdits, etc. Enfin, bon, vous connaissez le système. Ça a déjà été fait, c'était il y a 25 ans, c'était une situation de la crypto. On ne pouvait pas aller au-delà de 2024 pour les chiffrements RSA et basta. Sinon, comment je fais pour la transaction bancaire? Ah, mais ça, les banques ont le droit, mais pas vous. Bon. Il n'y a pas de réponse. Clairement, chaque pays est souverain. On le voit sur certains territoires du côté de l'Asie, où si vous voulez travailler, vous devez accepter de laisser passer en clair ou d'utiliser l'infrastructure locale. Charge à vous de décider si vous acceptez leurs règles du jeu. Donc, si on parle effectivement de commerce international, je veux dire, si demain un pays décide que le chiffrement est interdit chez lui, ça a déjà été le cas. Rappelez-vous les BlackBerry, certains pays, dont l'Arabie Saoudite par exemple, interdisaient le chiffrement des BlackBerry. Donc si BlackBerry voulait vendre, il fallait qu'il donne les clés pour déchiffrer. Là-dessus, j'ai pas de baguette magique. Hein. Du coup, une dernière question. C'est juste pour préciser les choses. Sur ce genre de questions, je sais que les autorités s'interrogent sur notamment les questions d'interception ou autres. Il ne faut pas confondre l'interception et l'affaiblissement du chiffrement. Parce que en fait, la question qui est posée du genre, c'est est-ce qu'on a le droit d'avoir un système crypto plus faible? Parce que derrière, ce qu'on cherche, c'est par exemple le child abuse, quoi, comme ils disent en anglais, c'est-à-dire la pédopornographie. Ah oui, c'est vrai que présenté comme ça, les choses, on peut être que d'accord. Mais en fait, si vous inversez le problème et si vous posez la même question en disant est-ce que j'ai le droit de lire tous vos secrets des affaires ou votre correspondance privée ou les photos que vous envoyez à votre femme ou je ne sais pas quoi, la réponse, en fait, elle est curieusement différente. Donc en fait, le vrai problème, il n'est pas là. Le vrai problème, il a été posé par la loi, je ne sais plus quelle loi sur la sécurité, suite au livre blanc en sécurité, c'est il y a 5-6 ans, c'est quand ils ont décidé de pouvoir administrativement déployer des, comment on appelle ça, des mouchards dans les ordinateurs. Donc oui, quand l'ordinateur il est ciblé et que c'est celui-là qui nous intéresse, on est exactement dans le même cas de figure que les télécoms de papa, où j'avais les écoutes téléphoniques de monsieur untel. Mais ça c'est pas pareil, parce qu'on a ciblé la personne. Mais la pêche au chalut, c'est considérer que tout le monde est potentiellement un coupable, et en fait, c'est un problème d'atteinte aux libertés. Donc en fait, on est face à un problème politique, et la question c'est de savoir ce qu'on veut en termes de liberté, quoi. Clairement, si on veut vivre dans une société totalitaire,
On peut peut-être passer un cran là-dessus, mais c'est des questions de société. Bonjour, Matteo Lopotro, donc DevSecOps pour Immundus. Donc c'était juste pour rebondir par rapport à la question de l'intervenant, enfin de la personne précédente concernant ce que l'ANSSI faisait en termes de veille. Donc il y a un site en fait cert.ssi.gouv.fr qui référence pas mal en fait les analyses de CVE qui sortent, qui sont publiées sur ce site, pardon. Et il y a aussi donc du coup les bulletins des audits qui sont publiés assez régulièrement. Donc c'était juste pour compléter. Côté ANSSI, voilà, il y a quand même quelque chose qui est fait. Et de la même manière, ils ont un compte Twitter qui automatiquement, si on veut faire de la veille dessus, pouvoir avoir les notifications en temps réel sur quand les publications sont faites. Voilà, c'est tout. Merci. On va libérer la salle. Avant, un mot de la fin pour chacun des intervenants. Non, le sujet est vaste, donc je suis ravi d'avoir été invité ici aujourd'hui, parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est-à-dire que je suis convaincu qu'on finira par trouver des solutions, et je pense que Zero Trust est une des pierres à l'édifice. Après, charge à nous de effectivement faire évoluer les situations nationales et de se réapproprier les technologies, puisqu'il y a un vrai enjeu de société actuellement. Donc là, je pense que j'ai un parterre de développeurs devant moi, donc je pense que voilà, mettez-vous au travail et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des idées. On essaiera de voir comment on peut vous aider. Également ravi. En plus, en quelque sorte, ma mission a été de parler de ceux qui connaissaient un peu moins ce sujet de la cybersécurité, des collectivités, les communes, en tout cas qui étaient un peu moins techniciens, un peu moins techniques, et justement de rappeler qu'aujourd'hui, voilà, on a un peu un parterre de personnes qui connaissent un peu le sujet, mais de savoir également qu'on doit s'ouvrir justement à des acteurs qui sont un peu moins, on va dire, experts sur la matière, et de pouvoir justement également les accompagner pour qu'ils puissent justement travailler en ce sens. Voilà, merci aux précédents interlocuteurs qui m'ont permis de réfléchir à mon mot de la fin. Je voudrais dire que moi je pense qu'en France, il ne faut pas avoir de complexe par rapport aux grandes puissances. On est très très bon. Voilà, on est très bon et on a les capacités de faire de très grandes choses. Donc simplement, je pense que notre intelligence fait qu'on doit pouvoir utiliser les solutions qui sont déjà déployées par d'autres pour les détourner à notre profit en étant suffisamment astucieux. Et puis il y a un deuxième élément que je voudrais dire, c'est que moi je repense, parce que moi je suis un ancien, je suis né en 1960, et mon père travaille dans l'armement, moi aussi, et j'ai vu en fait j'ai compris enfant ce qui s'est passé aussi pendant la période des années 60-70, où on avait la volonté stratégique de notre pays. On a développé toute notre autonomie énergétique avec le nucléaire. On a développé, on ne pouvait pas lancer nos satellites français militaires parce que derrière, il fallait faire appel aux Américains. On a décidé de lancer la filière, d'abord Diamant, puis Ariane. On a décidé de lancer notre aéronautique. C'est quand même incroyable quand même qu'un petit pays comme la France, enfin petit entre guillemets, comme la France, elle arrive à avoir une industrie d'aéronautique. Mince, je veux dire, on n'est pas capable d'avoir notre propre industrie souveraine informatique. Donc il y a un vrai problème de... Alors voilà, c'est difficile, délicat à dire, parce qu'ils n'aiment pas qu'on les pointe du doigt, mais je pense qu'il y a un vrai problème de crédibilité de certains politiques, de confiance vis-à-vis de notre savoir-faire technologique. Clairement, je ne comprends pas pourquoi on n'utilise pas... Alors, il y a des choses qui se font à travers le plan de relance, et là, il faut quand même souligner les côtés positifs, mais quand j'observe qu'on confie les données de santé à un cloud étranger, moi, ça me fait très peur, Donc derrière, il y a une prise de conscience qui est vraiment importante. Je pense au niveau politique, c'est un appel, on va dire, que je lance, qui nous fasse confiance. On peut faire vraiment du bon boulot, Le Zero Trust, c'est la confiance, en fait, c'est ça. Bon, merci à vous trois, vraiment.